Et je vois le réseau comme un accélérateur de business. Le carnet d'adresse, le réseau, le networking, c'est un gain de temps phénoménal. Tu décides de créer ce réseau. Au tout début, comment ça se passe ? Quand t'aimes faire un truc, tu le fais bien. Et quand il y a des erreurs, la fois d'après, tu les corriges et tu les refais plus. Après juin 2015, les adhésions ont commencé à pleuvoir. Donc gros changement pour le club. Moi, mon objectif à chaque déjeuner, je vais te faire une confidence, c'est l'effet waouh. Voilà, ce que je veux, c'est que les invités, quand ils arrivent, ils aient un effet waouh, d'une façon ou d'une autre. Il y a plein d'entrepreneurs qui cartonnent mais qui n'ont pas les contacts. Je pense qu'il faut être motivé, avoir la niaque, avoir l'envie et savoir identifier les opportunités et surtout les saisir au bon moment. Voilà. Après, la chance, elle se provoque. J'ai eu la chance de recevoir Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy plusieurs fois, Albert de Monaco, le PDG de L'Oréal, le PDG de Total, le PDG de Accor, le PDG du Club Med, Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, etc. Il y en a eu plein. Curieusement, plus tu travailles dans la vie, plus tu as de chance. Je me dis que peut-être que le club continuera d'exister le jour où je serai plus là. Hello à tous, c'est Romain Limois et bienvenue dans Stratège. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Harold Parisot. Alors Harold, on se connaît depuis quelques années finalement et je pourrais dire, sans trop mentir, que c'est quelqu'un de très connecté, en tout cas peut-être un des entrepreneurs les plus connectés que je connaisse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a développé, il a créé depuis 10 ans déjà le Chinese Business Club, le CBC, qui est aujourd'hui peut-être le plus gros réseau, le plus grand réseau business français, ou en tout cas en termes de nombre de membres, il nous dira évidemment, mais c'est un sacré réseau. Et j'avais vraiment envie de le recevoir parce que justement, il représente vraiment cet entrepreneuriat de connexion, cet entrepreneuriat qu'on n'a pas l'habitude trop d'entendre finalement sur les podcasts. On entend beaucoup de start-up, mais pas tellement ce genre d'entrepreneuriat-là. Donc ça me fait trop plaisir de te recevoir. Et c'est sans société, le Chinese Business Club. C'est un peu plus peut-être, il me fait ce geste, peut-être un peu plus sans société en termes d'adhérents par an, et puis c'est surtout 12, entre 10, 12, 14, c'est pas une grosse douzaine d'événements par an, justement les sociétés se rencontrent, tous les membres se rencontrent, donc c'est massif, il y a plein de choses à dire là-dessus. J'ai écouté pas mal de tes interventions et je me suis rendu compte que il y avait plein de questions qu'on t'avait pas encore trop posées sur quelles sont un peu tes habitudes en tant qu'entrepreneur, comment tu penses, comment tu réfléchis, comment tu organises tes journées. Il y a plein de choses là-dessus. On va évidemment parler du Chinese Business Club, comment tu as pu aussi dépasser la problématique du Covid qui est arrivée il y a quelques temps et qui forcément t'a impacté. Bref, je suis vraiment content de te recevoir. Bienvenue Harold. Merci pour l'accueil Romain. On va démarrer directement sur un sujet. Des business clubs, il y en a pas mal. Ouais. Il y en a de plus en plus, j'ai envie de dire. Et ce qui est une bonne chose, parce que les gens ont besoin de se connecter, les entrepreneurs ont besoin de se connecter. Toi, tu as choisi un positionnement qui est particulier, qui est un positionnement plutôt premium. Pourquoi avoir fait ce choix d'un positionnement premium ? Alors le choix est assez simple. Moi effectivement j'ai créé mon club il y a 10 ans en démarrant de zéro. J'ai deux solutions. Soit créer un club comme tout le monde et me retrouver noyé dans la masse, soit créer un club avec un positionnement le plus haut de gamme possible et sortir du lot et être visible. Des clubs d'affaires, comme tu le disais, il y en a des milliers partout en France. Ils sont tous très bien, mais on a tous des positionnements différents. Moi, dès le début, j'ai voulu avoir le positionnement le plus haut de gamme possible. Alors, c'était dur à mettre en place. Les 3 premières années ont été vraiment galères. Et puis après, à force de travailler, ça a commencé à prendre, etc. Il y a eu, je sais pas si on en parlera, mais il y a eu un avant-après en 2015, lorsque j'ai réussi à faire venir Emmanuel Macron au club, en contactant le standard téléphonique de Bercy. Donc c'était un peu ambitieux. Et au final, il a fini par venir. Ouais. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, clairement, pour le club, ça a été un avant-après. Et donc, dès le début, j'ai voulu avoir un positionnement premium avec des membres, des belles sociétés, avec des beaux invités d'honneur, des politiques, et des grands patrons du CAC 40. Depuis, ça a un peu évolué, mais on en parlera après. Hyper intéressant parce que finalement, directement, tu t'es dit que tu allais regrouper les membres dans des lieux un peu d'exception. Oui.
Le premier, par exemple, il s'est fait où? Alors le premier, c'était en septembre 2012 au Polo de Paris à Bagatelle. Ok, ouais. Donc c'est un endroit plutôt joli, un peu excentré parce que c'est dans le bois de Boulogne, donc j'ai quelques invités qui sont un peu perdus pour venir, mais voilà, globalement, oui, dès le début, j'ai voulu avoir un positionnement haut de gamme, ça c'est clair. Après, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus au tout début. Il y avait combien de personnes au début? Au premier déjeuner, je crois qu'on devait être une petite quarantaine, donc c'était vraiment intimiste, mais c'était sympa quand même. On en parlera du début et des premiers pas, etc. Mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que tu parlais assez peu de ce qui s'est passé avant. Donc, tu as eu une carrière dans le salariat. Et puis, à un moment, j'ai remarqué, j'ai lu sur un article que tu avais créé Harold Parisot Conseil. Oui. Et tu étais dans l'intermédiation. Oui, tout à fait. Dans des biens de luxe off-market. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'immobilier de luxe off-market? Alors, moi, effectivement, avant, j'étais salarié pendant 8 ans dans les télécoms, 4 ans chez Deutsche Telekom et 4 ans chez Bouygues Télécom. C'était hyper intéressant. Après, j'ai travaillé dans les assurances. C'était intéressant, peut-être moins. Et puis, un jour, j'ai eu un déclic pour me mettre à mon compte. J'avais un bon petit réseau, un bon petit carnet d'adresses, mais le problème, c'est que faut savoir le monétiser. C'est-à-dire qu'avoir un bon réseau, c'est bien, mais gagner de l'argent avec, tu vois, c'est pas la même chose. Finalement, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur en 2010. Je me suis mis à mon compte. J'ai créé mon entreprise Harold Parisot Conseil, où effectivement, comme tu le disais, j'ai fait un peu d'intermédiation, principalement sur des biens immobiliers off-market. C'est-à-dire qu'en gros, la cible, ce sont des vendeurs français qui veulent vendre en amont discrètement un bien immobilier sans passer par les grandes agences immobilières, et en aval des acheteurs étrangers qui veulent acheter un bien immobilier off-market, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas partout dans toutes les agences. Et voilà, j'ai fait quelques transactions. C'est un univers qui est assez difficile. Il y a peu de... c'est difficile parce que en gros, le résultat ne dépend pas de ton travail. C'est-à-dire qu'en fait, le résultat dépend uniquement du goût du client. C'est s'il aime, il achète. S'il aime pas, il achète pas. Et donc, je trouve que c'est un univers qui est assez difficile et il y a aucune récurrence. C'est-à-dire qu'en gros, ton client, il achète un bien, il va pas en acheter 5 ou 10, évidemment. Et ce qui me manquait un peu, c'est cette pérennité dans le business. Donc, résultat, moi j'étais amené à rencontrer pas mal de Chinois potentiels acquéreurs, et à chaque fois que je rencontrais des Chinois, à chaque fois ils voulaient rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, des journalistes français, des politiques français, etc. Et au bout de la 10e demande chinoise, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire, créer un réseau d'affaires, donc à l'époque franco-chinois. Et je dis à l'époque parce que désormais le club est franco-français, mais on y reviendra après. Mais voilà. Et donc j'ai démarré ce club en 2012 en partant de rien, ne parlant pas chinois, n'ayant jamais vécu en Chine et ne connaissant pas un seul chinois. Donc évidemment, le projet, le pari était ambitieux. Ouais. Et puis, voilà, ça a mis 3 ans au bas mot à décoller, jusqu'à ce que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, vienne en 2015. Et là, comme je disais tout à l'heure, il y a clairement eu un avant-après pour le club. Et depuis 2015, c'est à peu près un peu plus d'une centaine de sociétés membres qui payent un membership annuel et qui participent à plus d'une douzaine de réunions d'affaires par an à Paris, principalement sous forme de cocktails et de déjeuners d'affaires. Ouais. Et voilà, avec systématiquement un invité d'honneur très connu. Un politique, comme on l'a dit, un grand patron du CAC 40 et de plus en plus désormais le patron d'une licorne. Ouais. Voilà, on a reçu Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, etc. C'est impressionnant de pouvoir écouter ces entrepreneurs qui ont des success stories hallucinantes et qui transforment des startups en licorne avec des valorisations à plus d'1 milliard de dollars. Enfin, c'est bluffant, quoi. C'est assez fou que tu aies fait évoluer. Là, on a eu en quelques minutes, en 2-3 minutes, justement, toute l'évolution d'un métier plutôt d'intermédiaire à peut-être au plus grand réseau business en France avec des licornes et tout ça.
si tu le veux bien, on va peut-être revenir un petit peu sur le métier d'intermédiaire, tout ça, parce que je pense que il y a plein de choses j'ai plein de questions qui me viennent sur ce sujet-là, notamment. Je te prends juste 40 secondes pour te rappeler que j'ai enregistré avec Harold ce que j'appelle la question off. En fait, je lui ai posé une question totalement off, une question que je ne diffuserai pas sur les réseaux. Et ça t'a pas échappé, Harold, il a une compétence très très forte, c'est justement de se connecter aux autres, de développer son réseau. Et donc dans cette question off, il m'a expliqué quelle était la bonne démarche pour se connecter à plein de personnes, à plein d'entrepreneurs dans des événements physiques. On a tous des événements networking et on a du mal à savoir comment faire pour en tirer parti. Alors il nous explique comment être efficace même si on est introverti. Donc si tu veux accéder à ce contenu de quelques minutes, le lien est en description, je te l'envoie tout de suite par mail. Je te laisse avec le reste de l'interview d'Harold. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi Harold il n'utilise pas, il n'a pas d'employés, en fait, il ne travaille qu'avec des freelances. Tu vas comprendre aussi comment il a fait pour convaincre des invités vraiment prestigieux de venir dans son club et comment il utilise LinkedIn pour se créer un réseau physique. Bonne écoute. Qu'est-ce que tu as appris vraiment pendant ce temps-là où tu parlais avec plein d'étrangers, plutôt des grosses fortunes, des gens qui qui avaient les moyens d'acheter des 200 mètres carrés. C'était quoi comme type de bien, par exemple? 200 mètres carrés, ça c'était c'était petit client, ça. Ah oui, d'accord. Non, réellement, c'était une clientèle très particulière. Alors c'était quel type de clientèle, quel type de bien, comme je te disais, en amont, des vendeurs français qui veulent vendre discrètement sans que la terre entière soit informée, ou qui ont des noms, ou des vendeurs avec des noms un peu connus ou médiatisés, etc. Et en aval, des acheteurs étrangers qui veulent avoir accès à des biens un peu uniques, un peu exclusifs, etc. La particularité entre ces Français vendeurs et ces acquéreurs étrangers, c'est que systématiquement, c'est une clientèle qui est extrêmement exigeante, qui n'a pas de temps à perdre et qui n'a pas de problème de budget. Donc, c'est au moins un avantage, enfin pour eux en tout cas. Donc ça se passait comment tu avais accès à des partenaires, toi aussi, j'imagine, des agences ou des... Non, au contraire, vraiment, je travaillais pas du tout avec les agences. Pas du tout d'agences. Moi, je travaillais tout seul, sans les agences. Et au contraire, mes clients faisaient appel à moi justement parce que je passais pas par les agences. Ok. Donc, tu avais un carnet d'adresses avec des acheteurs d'un côté, des vendeurs de l'autre. En fait, c'est exactement. Ça. Okay. Ouais, mais c'est encore plus difficile parce que quand tu es une agence aujourd'hui et que tu as un bien, c'est facile. Tu le diffuses à toutes les agences qui elles-mêmes le diffusent à d'autres agences. Oui. Et en gros, il n'y a plus rien de confidentiel, quoi. Ouais. Donc moi je travaillais uniquement de bouche à oreille et difficile, et en tout cas ce que j'ai appris c'est que c'est toujours plus intéressant d'avoir un métier avec un business récurrent, ce qui est le cas aujourd'hui du Chinese Business Club. Aujourd'hui j'ai 90% de renouvellement des memberships, des adhésions tous les ans. Donc en gros ce taux de 90%, c'est un peu le taux de satisfaction et de fidélité du club. Donc c'est du récurrent annuel, tu vois. C'est alors que là c'était vraiment du one shot. Le problème de l'immobilier, tu prenais une commission en fait, c'est ça. Oui, alors après c'est des belles commissions effectivement quand tu fais une transaction immobilière en termes de trésorerie, c'est génial. Le problème c'est qu'après il peut très bien ne rien se passer pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Donc c'est extrêmement c'est dur à tout point de vue, même psychologiquement, au-delà de la trésorerie. Psychologiquement, tu peux très bien rien faire et t'as beau travailler beaucoup, malheureusement, les résultats ne dépendront pas de toi. Tu t'es retrouvé comme ça quelquefois avec des périodes où tu te disais ça rentre pas. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je te disais que c'est dur parce que t'as aucune pérennité, il y a aucune récurrence. Et moi, ça c'est quelque chose qui me manquait. Et à ce moment-là, comment tu faisais pour développer ton carnet d'adresses? Parce que il fallait que tu te retrouves entre des acheteurs de haut niveau et des vendeurs de haut niveau, en tout cas j'acceptais toutes les invitations que je recevais pour des endroits haut de gamme ou pour des dîners avec du beau monde ou pour des marques premium ou des marques de luxe, etc. Donc voilà. Ta semaine elle ressemblait à quoi à l'époque? J'avais 5 cocktails par semaine. Ouais, d'accord. Donc j'imagine tous les que jours quasiment t'étais Mais bon, après, j'imagine qu'il y en a qui vont se dire au secours, le cauchemar, quelle horreur. Après, voilà, moi perso, j'aime bien. Aujourd'hui, j'ai levé le pied, mais avant, ça me plaisait. Et puis, je rencontrais du monde et c'est intéressant. Et puis, voilà. Mais je comprends qu'il y en a qui soient. Non, mais tu vois, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on a peu l'habitude d'entendre ce genre de témoignages, de ce type d'entrepreneuriat où il faut se connecter
énormément, où c'est en fait le cœur du métier, c'est la connexion, c'est le nombre de personnes qu'on connaît, la qualité aussi de notre réseau. Et donc du coup, t'es obligé effectivement de passer du temps à après il faut que ça soit un plaisir. Enfin, c'est toujours mieux parce que sinon c'est dur. Mais bon, en tout cas, clairement c'est un plaisir. Et je vois le réseau comme un accélérateur de business. Réellement, c'est-à-dire que pour moi, le carnet d'adresse, le réseau, le networking, c'est un gain de temps phénoménal. J'ai la chance c'est mon métier, mais j'ai la chance de connaître un peu de monde. Et résultat, dès que j'ai besoin d'entrer en contact avec telle ou telle boîte, c'est en 1 ou 2 minutes, je sais si j'ai un interlocuteur ou pas. Et enfin, c'est un gain de temps. Et on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Donc, Et la racine, en fait, finalement, de tout ce que tu es en train de faire là avec le Chinese, c'est ce moment d'intermédiation un petit peu que tu as eu, quoi. Finalement. Ouais, et puis moi, je passe mon temps à faire des mises en relation entre les gens. Donc après, il y en a quelques-uns qui me sont un peu redevables, etc. Donc moi, quand j'ai quelque chose à demander, en général, ça va vite. Peut-être plus facile, quoi. Ouais, ça va plus vite. Donc du coup, pour revenir, on refait un petit saut dans le temps. Tu décides de créer ce réseau. Au tout début, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu te retrouves à te dire, ok, mal. Ouais, j'imagine. J'imagine qu'au début c'était, t'as tâtonné comme tous les entrepreneurs. Du coup, j'imagine que t'as contacté peut-être ton réseau chinois, ton réseau français. J'ai contacté quelques personnes que je connaissais ou que j'avais rencontrées. En disant, je vais créer un réseau d'affaires franco-chinois, un club d'affaires. Donc, il y en a plein qui m'ont dit, pourquoi pas, mais bon, venant de toi, surprenant. Bon, ok. Parce que tu n'avais aucun lien, ce que tu disais tout à l'heure, t'as aucun lien avec... pour le coup, je parle toujours pas chinois, j'ai jamais vécu en Chine et je connaissais pas un seul chinois. Maintenant, je connais un peu plus. C'était tu voyais vraiment une opportunité parce que... Évidemment. Les Chinois sont 1,4 milliard. Ils ont faim, ils sont bosseurs, ils ont envie de gagner de l'argent, ils aiment la France. Franchement, tous les paramètres sont réunis pour faire un super réseau, un super club d'affaires. Non mais vraiment, si vraiment il y a un pays avec lequel on doit faire un club d'affaires, c'est bien les Chinois. Toutes les et cases encore aujourd'hui, j'ai aucune concurrence. C'est complètement hallucinant, mais pas de concurrence. Bon, après, tant mieux, je veux pas donner d'idées, mais voilà. Même si actuellement, avec l'actualité sanitaire, géopolitique, etc., il y a moins de Chinois depuis 3 ans, ils finiront bien par revenir massivement. Ça, en tout encore cas, plus nombreux qu'avant, avec plus d'argent. Ouais, bien sûr. Après, moi, ils sont tous les Chinois sont toujours bien les bienvenus dans mon club, évidemment. Club, bien sûr, Mais même si l'actualité est particulière, mais bon, on continue d'avancer. Alors pour compléter ma réponse de tout à l'heure, au tout début, j'ai été voir, par exemple, il me fallait un partenaire champagne. Tu vois, pour un événement haut de gamme, pour des cocktails, pour des déjeuners, il faut un partenaire champagne. Et j'ai été voir la famille Nonancourt, qui est propriétaire des champagnes Laurent Perrier. Et j'étais allé voir pour mon projet en disant, j'ai un projet d'affaires, de club d'affaires franco-chinois, etc. Et franchement, ça fait plaisir parce que dès le début, ils m'ont fait confiance en me disant, mais Harold, nous, avec plaisir, on te suit, on te fait confiance, on souhaite être partenaire du Chain Business Club. Donc, je te confirme que Laurent Perrier est partenaire du club depuis plus de 10 ans maintenant, depuis le premier jour. Partenaire, en fait. Ça a été le premier partenaire quasiment. Wow. Et puis moi, pour être reconnaissant et leur envoyer l'ascenseur, j'ai jamais accepté d'autres marques de champagne au club. Ok. Voilà, c'est ma façon à moi de rendre l'appareil. Ouais. Donc premier partenaire, donc tu prends ton téléphone ou tu te déplaces à Reims ou exactement, tu te déplaces à Reims. Et donc tu trouves le j'étais premier avec partenaire. une feuille blanche et stylo, j'avais rien. T'avais pas de il y avait pas de site présentation, internet, pas de slide, j'ai démarré vraiment de zéro. Juste ton. Donc tu vois, c'était ta vraiment vision, en fait. c'était l'idée que je voulais partager et puis Tu te souviens de ce que tu leur disais à cette époque-là? Non. Qu'est-ce que tu leur partageais comme vision? Franchement, je veux pas te dire le je me souviens pas, mais parce que le truc a tellement évolué depuis, si tu veux, c'est un truc de fou. On est passé de rien à un club aujourd'hui qui cartonne. Certes, désormais franco-français à 90%, mais qui marche super bien. 9 boîtes sur 10 qui renouvellent l'adhésion tous les ans. Les gens se bousculent pour venir à chaque événement. On a reçu là récemment le PDG de L'Oréal, ensuite Michel-Édouard Leclerc, ensuite Roxane Varza, la patronne de Station F, etc. Enfin, ça n'arrête pas, quoi. Donc t'as pas...
à l'époque, voilà, t'avais ta vision, tu leur partageais ta vision, et puis j'y croyais, donc j'essayais de faire en sorte qu'ils soient convaincus comme moi que ça marchera un jour. Moi, réellement, quand j'ai eu l'idée en 2012, j'étais convaincu que c'était une bonne idée, mais je savais pas quand est-ce que ça marcherait. Je savais pas si ça prendrait 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans à prendre à se développer, tu vois. Mais réellement, j'étais convaincu que ça marcherait un jour. Et donc, ça a pris près de 3 ans, c'est ça? Ça a pris 3 bonnes années. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? Pendant 3 ans, c'est un peu compliqué, à tout point de vue, même financièrement. C'est-à-dire que les revenus fluctuaient. Bon, il n'y a quasiment pas de revenus. Enfin, c'est pas que ça fluctuait, c'est le bras des pâquerettes. Mais quand t'es convaincu, t'es motivé, tu bosses, et je passais mon temps à bosser d'ailleurs. Réellement, je bossais 7 jours sur 7. J'étais convaincu que ça marcherait un jour. Et puis, je communiquais, je faisais en sorte que les gens viennent. Je faisais avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas beaucoup. Mais déjà là, pendant les 3 premières années, c'était déjà dans des lieux, tu parlais du Polo Club, c'était déjà dans des lieux d'exception où t'arrivais à avoir l'intercontinental déjà. J'essayais de faire des beaux endroits. Dès le début, j'ai essayé d'aller dans des beaux endroits. Ouais. Et puis, 15 juin 2015, tu prends ton téléphone, un petit peu avant, j'imagine. Tu prends ton téléphone, t'arrives au standard du ministère de l'économie. Ouais. Et là, réellement, t'as pris ton téléphone et puis je me souviens de ce qu'a dit la standardiste, m'a répondu au téléphone, mais vous pensez quand même pas que vous allez avoir le ministre de l'économie en appelant l'accueil. Et je lui dis, écoutez, moi, ok, mais c'est quoi la marche à suivre? Elle me dit, vous connaissez personne au ministère? Je dis, si je contacte le standard, c'est que non. Et donc, très gentiment, cette dame m'a mis en contact avec le secrétariat d'Emmanuel Macron et qui m'a dit, écoutez, envoyez-moi un mail. Donc, j'ai fait ma demande par mail. Bon, je me suis dit, ok, il va pas se passer grand chose. Et effectivement, il s'est rien passé pendant au moins 2 ou 3 semaines après l'envoi de mon mail. Ouais. Et 3 semaines après, je reçois un appel masqué sur mon portable. Masqué. Appel masqué. Jamais très agréable. Ouais. Et tu décroches quand même, tu te dis, on sait jamais. On sait jamais, ça peut être la banque. Tu sais, souvent les banquiers, ils appellent en masqué. Donc voilà. Jamais très bon signe d'ailleurs, quand ils appellent. C'est vrai. Et donc là, en l'occurrence, je reçois un appel masqué et mon interlocuteur me dit au téléphone, Monsieur Parizeau, le ministre de l'économie est OK pour venir dans votre club le 15 juin 2015. Je dis, mais c'est une blague, non? Je le pensais évidemment, j'ai pas osé le dire, mais je le pensais fortement. Et donc, je lui dis, vous pouvez m'envoyer un petit mail de confirmation, etc., une trace écrite, comme ça, je verrai le mail avec finance.gouv.fr. Enfin, je sais plus quel est les mails du ministère, mais en gros, ça doit être ça. Et le monsieur me dit, pas de problème, dès qu'on raccroche, je vous envoie le mail de confirmation. Il a mis 3 ou 4 jours à m'envoyer le mail de confirmation. Donc là, pendant 3 ou 4 jours, je me suis dit, c'est qui le crétin qui m'a fait une mauvaise blague pas drôle. Et au final, c'était pas du tout une blague. C'était le chef de cabinet de Macron qui me confirmait sa venue. Et franchement, ça a été, pour le club, ça a été un énorme coup de pub. Moi, j'ai plein de journalistes et de télé qui sont venus en disant, mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon où le ministre de l'économie intervient et prend la parole? Il commençait, j'imagine, à être un petit peu bien sûr, il commençait médiatique. Déjà beaucoup. Donc, oui, d'accord. Et donc là, il n'avait pas encore lancé le mouvement En Marche, mais on sentait qu'il y avait des ambitions. Tout le monde se disait, un jour, il sera président, un jour. Ouais. On n'imaginait pas une seule seconde que ce serait si peu de temps après. Que ce serait 2 ans plus tard, quoi. Ouais. Et du coup, quand tu dis il y a eu un avant et un après, qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a changé pour le club? Je peux te dire, après juin 2015, les adhésions ont commencé à pleuvoir. Donc, gros changement pour le club. Ouais. Et puis, et depuis 2015, ça continue d'évoluer, etc. Le club était franco-chinois jusqu'au Covid. Malheureusement, depuis l'actualité sanitaire, il n'y a plus beaucoup de Chinois en Europe, enfin très peu en tout cas. En France, il y a quelques touristes là, mais il n'y a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître, avec toutes les délégations, etc. Là, malheureusement, il y a beaucoup moins de Chinois qu'avant. Donc moi, tu te doutes bien que j'allais pas m'arrêter de travailler, parce que c'est un peu mon gagne-pain. Et donc, il a fallu faire des choix, prendre des décisions. Et je me suis dit, si je continue le club franco-chinois, je suis mort parce que je vais pas m'amuser
à dire à des sociétés potentiellement membres qu'il y a des Chinois dans mon club, sachant qu'il n'y en a plus. Ouais. Je vais pas mentir. Donc, je me suis dit, il faut que j'élargisse la cible. Et donc, l'idée que j'ai eue, c'est de cibler tout ce qui est start-up, TPE, PME, entrepreneurs, etc. En disant, voilà, vous avez une petite boîte qui marche bien, vous avez de la trésor et tout, c'est super, mais le réseau, c'est un gros accélérateur de business. Donc, le réseau, c'est le networking, c'est... vous verrez, c'est canon. C'est vrai, il y a plein d'entrepreneurs qui cartonnent, mais qui n'ont pas les contacts. Ouais. Et moi, je leur dis, voilà, rejoignez le club, et vous aurez accès à des patrons, à des grandes fortunes, à des business angels, à des investisseurs, à des chefs d'entreprise, beaucoup d'entre eux sont propriétaires de leur boîte, à des journalistes, à des sportifs professionnels, à des sénateurs, des députés, des ambassadeurs. C'est assez éclectique, mais n'empêche que ce réseau vaut de l'or, Romain, parce que quand tu viens une fois au club, c'est très impressionnant, c'est beau, ça brille, etc. Mais quand tu viens régulièrement tous les mois, c'est évidemment comme ça qu'il y a des opportunités, des synergies qui se créent entre les membres. Ouais, les membres, c'est bien simple, ils font tous du business entre eux au club. Tous. Tous les membres, ouais. Tous les mois, je sais pas, mais en tout cas, ils font tous du business entre eux et ils viennent pour ça. C'est désormais un club à l'anglo-saxonne, business first, comme disent les Anglais. Ouais. Voilà, mais les gens. Donc c'est très apolitique, par exemple. Ah oui, c'est apolitique. Moi, mon club est pas politique. Mon club est 100% business. Business à fond. Les gens viennent pour le ROI et pour les contacts. Voilà. Donc, d'ailleurs, si on devait résumer en 3 mots-clés, les 3 mots-clés, c'est international, parce que j'ai de plus en plus de grands ambassadeurs, d'ambassadeurs de grands pays qui viennent. International, networking, fameux carnet d'adresses dont on parlait, et business, parce qu'évidemment, les chefs d'entreprise qui viennent, le but, c'est qu'ils joignent l'utile à l'agréable et qu'ils fassent du business et qu'ils aient un certain retour sur investissement, ce qui est normal. Et tu vois, justement, le côté international, j'imagine que ça a été un petit peu bousculé pendant le Covid. Et si on revient justement à cette période-là, t'es devant ta télé, tu vois l'allocution de Macron. À quoi tu penses à ce moment-là ? Pas cool, mais bon, voilà, je m'adapte. Et donc, résultat, le Covid, en gros, pour le club, ça signifie plus d'un an à l'arrêt, sans aucune réunion. Un an, ouais, plus d'un an même. Ouais. Au début, je me suis posé la question, est-ce qu'on fait des trucs en ligne, virtuels, etc. Très sincèrement, j'ai rapidement laissé tomber parce que il y a eu tellement d'initiatives, non ? Ah ouais, c'était too much. Il y avait beaucoup d'initiatives à ce moment-là sur ce sujet-là. Et puis moi, je te dis, c'est compliqué de faire son trou. Moi, les membres, ils viennent au club pour rencontrer du monde, pour repartir avec des contacts. L'invité d'honneur, c'est pas méchant, mais c'est un peu le prétexte pour réunir tous les membres. Donc moi, faire une conférence en ligne, ils vont tous se connecter, ils vont écouter l'invité d'honneur, mais au final, ils vont repartir avec 0 contact. Ouais. C'est pas ça qui les intéresse. Donc, en gros, j'ai laissé tomber cette idée de faire des réunions mensuelles, virtuelles, pardon. Et puis, toute l'activité du club a été en stand-by pendant plus de 12 mois. Et pour pas être trop impacté financièrement, pour pas que les membres soient impactés financièrement, je leur ai dit, voilà... si jamais on ne fait pas d'activité et de réunion pendant 1 an, toutes les adhésions sont prolongées d'1 an. Ouais. Donc comme ça, au moins, les membres ne sont pas impactés. En fait, leur abonnement. Ouais, exactement. Et toi, tu as fait quoi pendant 1 an ? J'ai bossé au ralenti, j'ai fait du SEO sur mon site internet, j'ai mis un site internet à jour. Et puis, je te dis, j'ai élargi, j'ai modifié la cible du club. Ouais. Voyant bien qu'ils mettraient pas mal de temps à revenir. Et d'ailleurs, on est en 2023 aujourd'hui, ils sont toujours pas revenus, massivement, je parle. Oui. Donc, tu vois ce que je veux dire, j'ai quand même, à mon avis, je pense que j'ai fait le bon choix. Stratégique en modifiant la cible et en élargissant la cible. Je l'aurais pas fait aujourd'hui, je sais pas dans quel état serait le club, objectivement. Donc, voilà, moi, je me suis pas tourné les pouces. Alors, évidemment, je travaillais un peu au ralenti comme tout le monde. Mais du jour au lendemain, j'ai attaqué cette cible entrepreneuriale, qui est passionnante d'ailleurs, Je rencontre un nombre d'entrepreneurs avec des idées bluffantes et tout. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas forcément eu envie d'aller sur cette cible-là dès le début ? Pourquoi, dès le début, tu t'es plutôt concentré sur le CAC 40, peut-être ce genre de profil-là
Globalement, à l'origine, si tu veux, c'était quand même plus les boîtes étaient importantes, plus elles avaient la capacité à exporter en Chine et à travailler avec la Chine. Donc c'est vrai que c'était un peu le côté franco-chinois faisait qu'on s'adressait plutôt à des grosses PME ou des belles entreprises. Maintenant que la cible a évolué, je m'adapte et je m'aperçois qu'il y a une multitude de petites boîtes, de start-up, de TPE, de PME et tout qui cartonnent, avec des projets bluffants. Moi, franchement, je suis admiratif. Il y a plein de super initiatives et donc c'est génial de pouvoir rencontrer ces entrepreneurs. Et donc au club, désormais, je mets en relation ces jeunes entrepreneurs avec des grands patrons et ça match super bien. Parce que tu vois, ce qu'on pourrait penser, c'est que par exemple, la génération Z, par exemple, on pourrait penser qu'ils sont pas forcément trop dans cette dynamique de networking, de réseautage, de carte de visite, parce qu'ils connaissent pas les avantages. Ouais. Toi, tu penses je voulais poser cette question à la fin, mais tu m'incites à la poser maintenant, donc je la pose maintenant. Comme tu veux. Hein. Ouais, non, mais en fait, je me suis dit, comment tu vois l'avenir du club ? Parce que quelqu'un qui a 15 ans aujourd'hui, qui est sur TikTok, qui crée un peu de contenu, qui est un peu dans cette dynamique-là, dans 10 ans, il aurait tout intérêt à adhérer à un club d'affaires. Romain, dans 10 ans, il n'aura pas tout intérêt à adhérer dans mon club. Il adhérera dans mon club. Il adhérera, bien sûr. C'est pourquoi ? Parce que bientôt, le Challenge Business Club aura son compte officiel sur TikTok. Ouais. Avec des réels et des shorts vidéos, etc. À destination des adolescents d'aujourd'hui, parce que moi, ce que je veux, c'est que la marque Chinese Business Club soit connue et reconnue du grand public, identifiée. Et donc, moi, je souhaite qu'un adolescent d'aujourd'hui qui potentiellement pourrait devenir entrepreneur dans 10 ans se pose même pas la question de savoir s'il doit rejoindre le club ou pas. Pour lui, ça sera une évidence. Donc, le but, c'est de faire en sorte. Hein. Bien sûr. C'est ambitieux, mais bon. Et comment tu penses justement t'adapter à cette génération-là ? Alors, mis à part évidemment les réseaux, c'est quelque chose c'est hyper important évidemment. C'est déjà une bonne partie du job. Oui, c'est une bonne partie du job, bien sûr. Et comment je parle plus en termes d'état d'esprit, tu vois, parce que je te donne un exemple. J'étais récemment j'ai vu un documentaire autour de l'entrepreneuriat et donc il y avait beaucoup de TikTokers dans la salle en fait, ce qui était une des personnes qui faisait le documentaire était sur TikTok, donc du coup il y a beaucoup de ses amis entre guillemets et donc c'était assez large en termes de génération. Et donc on s'est retrouvés tous après pour le petit cocktail de networking et là tous les 15-22 ans sont partis en fait. On s'est juste retrouvés entre trentenaires, entre guillemets, à faire du networking et on s'est dit, c'est marrant, il n'y a pas vraiment cette appétence pour le contact, on va dire, physique, quoi. Ouais, je pense que l'intérêt vient avec l'âge, avec la maturité, et on s'aperçoit que c'est assez sympa de joindre l'utile à l'agréable et que, voilà. Ouais. Le principal, c'est d'être visible sur les réseaux sociaux pour toutes les marques. Et puis après, faut laisser grandir les ados. Donc voilà, je me doute bien qu'un adolescent aujourd'hui va pas adhérer à mon club. Ouais. Mais par contre, qui connaissent le club. Et regarde, quand on prend les marques de luxe, par exemple, comme Dior, Chanel, Hermès, etc., ces grandes marques, ces grandes maisons sont très présentes sur les réseaux sociaux, Snap, TikTok. Pourtant, on s'adresse à une cible extrêmement jeune, souvent des ados. Évidemment qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des marques de luxe. N'empêche qu'on essaye de les faire rêver. Et le jour où ils ont les moyens, hop, ils vont directement acheter. La marque est top of mind. Exactement. Ils achètent du et donc, pourquoi pas faire la même chose avec mon club, sur un registre un peu différent, parce que moi, je vends pas des produits, je vends du service. Mais tu vois ce que je veux dire, on peut très bien faire rêver dès le plus jeune âge. Et tu vois, un sujet qui est assez, on va dire, d'actualité, c'est l'intelligence artificielle, l'IA. Et en préparant l'interview, je me suis dit que tu avais un business qui était vraiment, je dirais, anticyclique, quoi. C'est-à-dire que, quelles que soient les tendances technologiques, en fait, on aura besoin de se retrouver, de créer des liens. Et je me suis dit, en fait, c'est hyper pertinent d'avoir un business, enfin, en tout cas, toi, en tant que créateur, d'avoir créé ce business-là, en tant que membre, de participer à des rendez-vous comme ça. Parce que on va rechercher de la chaleur humaine, de l'humain, du contact, de la confiance, de l'humain et du business. Parce que moi j'aime bien mélanger les deux. C'est-à-dire que si c'était que business froid, etc., c'est pas très agréable. S'il y a que l'humain,
ça fait cher l'humain, entre guillemets. Donc, le but, c'est de joindre l'utile à l'agréable, d'avoir ce côté humain dont tu parles qui est extrêmement important et de repartir avec des prospects qu'on peut potentiellement transformer en clients. Moi, le moindre nouveau membre qui rejoint le club, il se retrouve face à lui avec 99% de prospects pour lui. Ouais. Ça vaut de l'or. C'est-à-dire que là, j'ai pas apporté de listing du dernier déjeuner aujourd'hui, mais si je te le montrais, je suis convaincu que dedans, il y aurait au bas mot 90% de prospects pour ton business. Donc c'est vachement intéressant. Alors évidemment que tu vas pas signer avec tout le monde en une fois, etc. Mais cette récurrence, cette régularité tous les mois, etc., fait que à la fin, tu finis par connaître tout le monde. Les autres t'ont identifié, savent ce que tu fais, peuvent parler de toi, donc ils se transforment en ambassadeur de ta marque ou de ton produit. Et voilà, et résultat, ils te recommandent auprès de leur réseau, etc. Donc, si tu veux, c'est tentaculaire, tout ça. Et en t'écoutant, je me dis que c'est assez incroyable que tu aies développé ça, que tu aies développé le réseau depuis plus de 10 ans en étant tout seul. Parce qu'en fait, tu n'as pas d'employés. Non. Donc, tu travailles avec des freelances, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Avec des prestataires, des freelances. Ouais. Pourquoi ce choix ? Alors, je te confirme que j'ai ni employé, ni stagiaire, ni assistant, ni apprenti, etc. Le choix, au début, il était pour des raisons financières, parce que j'avais pas les moyens de recruter. Aujourd'hui, j'aurais potentiellement les moyens de recruter, mais je trouve que ça coûte cher. Et je trouve que c'est 10 fois plus simple de faire travailler des freelances qui sont jeunes, motivés, dynamiques, ambitieux, souvent proactifs, avec plein de bonnes idées. Moi, je confie régulièrement des missions. Dès que la mission est terminée, ils sont payés dans la foulée. Et à peine ils sont payés, ils me disent « Harold, c'est quoi la prochaine mission ? On continue, on recommence. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce système de salariat, après on sort un peu du sujet réseau, mais je trouve qu'il est un peu dépassé. Employer quelqu'un, ça coûte cher. Le licencier, ça coûte le double. Si jamais tu finis au prud'homme, t'es sûr de perdre dans 90% des cas, enfin pour l'employeur en tout cas. Je trouve qu'il y a une mauvaise image du patron en France. À chaque fois, c'est un peu salaud de patron, etc. Donc ça me dérange un peu. Alors que le chef d'entreprise crée des emplois. Et puis 25 jours de congés payés par an, plus 20 jours de RTT par an, plus 11 jours fériés par an en France, plus 15 jours de vacances scolaires à la Toussaint, à Noël, 15 jours en février, 15 jours à Pâques, les ponts et les viaducs du mois de mai, juillet, août, il n'y a personne qui bosse. Je veux dire, tout ça mis bout à bout, ça donne pas beaucoup, enfin ça donne pas franchement envie de recruter, tu vois. Donc tu te vois pas forcément recruter dans les prochaines années, quoi. Tu as envie de garder cette flexibilité. Franchement, en fait. Ouais. Moi, si je peux ne pas recruter, je le ferai. Par contre, je continue à faire travailler de plus en plus de freelance, d'entrepreneurs. Alors, quel type de freelance tu fais travailler, par exemple ? Parce que je sais que la première fois qu'on s'est rencontrés, moi, je travaillais pour une plateforme qui s'appelait Crème de la Crème. Excellent, très bon exemple. C'était il y a un petit moment déjà, maintenant, 2017. Et en fait, j'étais le commercial, on va dire, qui s'occupait de toi. Et donc, tu vois, je sais que pris en flagrant délit de recruter des freelances. Exactement. Mais déjà en 2017. Ouais. 2016. Ouais. Et c'était, je me souviens à l'époque, c'était plutôt des photographes. Vidéastes. Oui, il y a tout. Ouais. Freelance. Tu bosses avec quel type de freelance du coup Freelance pour des photographes, freelance pour des vidéastes, freelance pour les réseaux sociaux, freelance pour des projets, des dossiers marketing, freelance pour des idées un peu novatrices que je souhaite mettre en place pour le club. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont des bonnes idées, surtout qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un message via LinkedIn, par exemple. Et voilà, moi, je suis seul à décider. Hein, donc le process de décision au club est extrêmement rapide. Ça va vite. Et voilà, mais moi, je suis preneur de toutes bonnes idées, évidemment. Et voilà, mais je te confirme que je fais bosser plein de freelance et ils sont tous très contents. Et ils reviennent bosser avec toi. Évidemment, bien sûr. Et quand tu organises un événement, t'as quel
type d'équipe en fait. Quelle équipe tu regroupes autour de toi, tu fédères autour de toi quand il y a un événement, imaginons fin juin, fin décembre, là je sais que fin décembre tu fais venir le patron de la BPI. Ouais, 18 décembre, l'invité d'honneur sera Nicolas Dufour, directeur général de la BPI France. BPI France, donc probablement que ça va être dans un endroit plutôt sympa, peut-être l'Intercontinental ou ce genre d'endroit-là. Comment ça se présente? C'est-à-dire que tu sais, voilà, t'as j'imagine quelques partenariats peut-être avec ces endroits-là où tu peux réserver suffisamment à l'avance, j'imagine, des je créneaux. bloque les dates longtemps à l'avance, donc je bloque le lieu, les photographes, les vidéos, l'agence d'hôtesse, parce qu'il faut bien une armée d'hôtesses pour préparer les sacs cadeaux pour tous les invités, accueillir les membres et les invités. Ça on n'y pense pas, mais il faut des hôtesses. On n'y pense pas, mais oui, il faut une armée d'hôtesses pour accueillir. Enfin, c'est quand même... Oui. Il faut de la sécurité, il faut tout. Sur chaque déjeuner, désormais, je mets en place des petits stands dégustation avec des petites boîtes ou des startups ou des entrepreneurs qui ont des produits un peu innovants. Le but, c'est de leur donner un peu de visibilité. Et donc, de plus en plus, on fait venir à chaque déjeuner des stands découvertes. Je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Parce qu'en gros... C'est plus qu'un déjeuner, Romain. Tu as un cocktail networking debout où les gens sont extrêmement mobiles de 11h30 à 13h. Donc, il y a 1h30 de networking où les gens peuvent échanger, se rencontrer, etc. De toute façon, très mobile. À 13h, on passe à table. Emplacement libre pour tout le monde. Déjeuner de 13 à 14 avec discours de l'invité d'honneur. Et ensuite, à 14h, café une nouvelle fois debout pour que tous les participants continuent d'échanger, de se rencontrer, etc. Une nouvelle fois, donc c'est 1h30 de networking avant le déj, 1h pendant le déj et 1h après le déj. Une nouvelle fois, l'objectif, c'est de partir avec le plus de contacts possible. D'échanges, Évidemment que tu ne feras pas du business avec toutes les cartes de visite que tu as récupérées. N'empêche que ce sont que des beaux contacts, des décideurs. Et quand bien même tu ne ferais pas du business avec tous parmi eux dès maintenant, tu peux très bien les recontacter dans 6 mois, 12 mois, 18 mois en disant tiens, en fait, on s'était rencontrés au Challenge Business Club et aujourd'hui, je vous appelle pour ça et ça. Tu vois, à partir du moment où tu as rencontré les gens, tu les as en contact dans ton carnet d'adresse, dans ton téléphone. Et donc, voilà. Et comme tu disais, c'est la récurrence qui crée aussi le business. Et quand tu me dis, c'est pour ça qu'il faut avoir les contacts, les coordonnées des gens, parce que si tu rencontres des gens et que tu repars sans leurs coordonnées, c'était certainement très sympa, mais tu as un peu perdu ton temps dans le sens où il n'y aura pas de retour sur investissement. Et tu me disais, faut des hôtesses, faut de la sécurité, faut, il y a les welcome bags, etc. Comment t'as appris tout ça? J'imagine sur le tas, un peu petit à petit, parce que c'est quand même toute une organisation. Il y a des agences entières qui sont spécialisées pour ce genre de choses. Est-ce que tu passes via des agences pour ça? Pas du tout. Je fais tout seul et ça me va très bien. Tu fais tout seul comme ça? T'as imaginé tout ça petit à petit, puis ça s'est amélioré avec le temps. Moi, je trouve ça assez fou. Quand t'aimes faire un truc, tu le fais bien. Et quand il y a des erreurs, la fois d'après, tu les corriges et tu les refais plus. Donc voilà, et puis et au fur et à mesure, tout ça évolue, tout ça progresse, tout ça grandit. Et puis de toute façon, en plus, en permanence, il faut innover. Parce que si jamais je m'amuse à faire des événements tous les mois qui se ressemblent, mes membres en auront marre. Donc c'est important en permanence d'apporter la petite touche un peu novatrice, etc. Moi, mon objectif à chaque déjeuner, je vais te faire une confidence, c'est l'effet waouh. Voilà, ce que je veux, c'est que les invités, quand ils arrivent, ils aient un effet waouh, d'une façon ou d'une autre. Donc ça se passe par le lieu, le lieu, la déco, ou sinon les invités, ou des gens dans la salle en disant tiens, il y a un tel et un tel, waouh. Non mais tu vois, ça tu penses régulièrement à cet effet waouh, c'est vraiment le mantra pour chaque événement. Et d'ailleurs, tous les prestataires avec lesquels je travaille, très souvent, je leur dis c'est bien simple, vous avez carte blanche, je veux juste l'effet waouh. Point barre. Vous vous débrouillez. Mais les gens aiment bien parce qu'au moins t'es libre dans ta façon de travailler et tout. Je dis, on a chacun nos métiers. Moi, je préfère dire à quelqu'un, vous faites comme c'est vous le pro, je vous laisse faire et j'adore. Et du coup, l'effet waouh, c'est aussi les guests, les invités d'honneur. Ah bah oui, j'imagine. Il faut des super guests. Non mais vraiment. Après, une fois de plus, je me doute bien que c'est pas avec l'invité d'honneur que tu feras du business, mais par expérience. Plus l'invité d'honneur est prestigieux, plus les gens se bousculent pour venir.
Et donc du coup, comment tu... alors j'imagine qu'évidemment, tu as ton réseau qui s'est étoffé avec le temps et qui s'étoffe. Il y a un effet cumulé de ce réseau avec le temps, c'est ça qui est génial. Donc j'imagine que tu utilises ton réseau pour faire venir ces invités, mais il y a certains invités qui sont des invités vraiment d'exception, qui sont assez rares, même rares dans ce genre d'événement d'ailleurs, quelquefois. Comment tu t'y prends pour avoir, je sais pas... il y en a quelques-uns que j'aimerais bien avoir et que je n'arrive pas à avoir. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, par exemple, tu vois, je vais te prendre des exemples de gens que j'arrive pas à avoir, tiens. Antoine Hubert, je crois que c'est le patron de Insect. Oui, sur les insectes à manger. Ouais. Incroyable. Moi, je rêve de l'avoir en invité d'honneur. C'est passionnant. S'il nous écoute, le message est passé. Non, mais après, pour répondre à ta question, j'ai eu la chance de recevoir Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy plusieurs fois, Albert de Monaco, le PDG de L'Oréal, le PDG de Total, le PDG de Accor, le PDG du Club Med, Blablacar, Conto, Ledger, Back Market, etc. Il y en a eu plein. C'est vrai que quand tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis, écoutez, avant vous, il y a eu tous ces gens-là, est-ce que vous voulez bien être le prochain? Objectivement, c'est un peu plus facile d'obtenir un invité d'honneur aujourd'hui qu'au début du club. Au début, du coup, c'était un peu ton réseau perso, quoi. Au début, c'est plus dur. Ouais. Parce que même quand tu as un peu de réseau, s'il n'y a pas de track record et s'il y a eu personne avant eux, ils sont là, c'est quoi ton truc? Donc là, c'est quoi? C'est la persévérance et... Tous les moyens sont bons. Les premiers, c'était qui, par exemple? C'est pas trop mal. J'ai les premiers qui m'ont fait confiance, et d'ailleurs depuis, ils viennent à quasiment tous les déjeuners, donc franchement, ça fait plaisir. Okay. L'ancienne ministre Michel Lemarry, le milliardaire français Laurent Dassault, le publicitaire Jacques Séguéla, Philippe Douste-Blazy, et ils viennent Alliot-Marie, Dassault, Séguéla, Douste-Blazy viennent à quasiment tous les déjeuners du club. Okay. Pour ne citer qu'eux. Eux aussi, c'était les pionniers finalement, et ils sont là depuis le début. Ils sont là depuis le début, quoi. Ouais. Ils viennent à chaque fois, quasiment tous les mois, ils sont quasiment là, quoi. Laurent Dassault, je crois qu'il vient à tous les déjeuners depuis 10 ans. Il était même là au premier. Et les rares fois où il est pas venu, tu sais, c'est quand il y avait le salon du Bourget. Ah oui, donc il est au Bourget forcément pour. Donc là, je faisais pas le poids là. Bien sûr. Mais sinon, il est venu à tous les. Non mais c'est fou quand même, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Franchement, ça fait plaisir. Comment t'expliques qu'ils aient envie de rester, qu'ils aient envie de vraiment revenir à chaque fois? Je sais que c'est ce que tu as créé, c'est cet effet waouh, et donc le résultat est là. Mais comment t'expliques ce résultat? J'ai conscience qu'ils viennent pas pour me faire plaisir, mais ils viennent parce qu'ils passent un bon moment. Ouais. Je pense. Il n'y a pas d'autre explication. Surtout qu'on parle de gens quand même assez sollicités. Pareil, Guillaume Sarkozy, le grand frère de Nicolas, il vient à tous les déjeuners. Nelson Montfort, il vient quasiment tout le temps aussi. Il y a, après, je pense que c'était plein, mais ouais, il y a du bon. Frédéric Mazella, il vient souvent. La première fois qu'il est venu, le patron de Blablacar, le président de Blablacar, président fondateur, il est venu en invité d'honneur, et après il est venu sur les déjeuners suivants. Ok. Ouais. Donc et d'ailleurs souvent les invités d'honneur, quand ils viennent, ils découvrent le club, ils sont un peu bluffés, agréablement surpris par le club, et ils retrouvent souvent plein de gens qu'ils connaissent et tout, et après ils veulent revenir. J'imagine que donc ça fait plaisir. Bah oui. Et tu vois, finalement, ce que tu avais dit dans une des interviews, une de tes dernières interviews, c'est que se créer un réseau, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Mais ce qui est compliqué, c'est d'entretenir le réseau. Ouais. Comment t'entretiens ton réseau? Je redis ce que j'ai dit, effectivement. Développer son réseau, c'est pas très compliqué. L'entretenir, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Il y a plusieurs moyens. Déjà, le plus facile, c'est les réseaux sociaux. On peut, une fois qu'on a rencontré quelqu'un, le rajouter sur les réseaux sociaux, soit perso, type, je sais pas moi, Instagram, soit un réseau social professionnel, type LinkedIn. Mais pour le business, LinkedIn, par exemple, c'est redoutablement efficace. Moi, j'utilise beaucoup le réseau. LinkedIn, je communique beaucoup au travers de LinkedIn. Pour moi, c'est une vraie vitrine virtuelle qui est extraordinaire pour communiquer sur le Chain Business Club, etc. Ouais. Moi, je suis convaincu qu'il y a plein de chefs d'entreprise aujourd'hui qui seraient ravis d'adhérer au club si seulement ils connaissaient l'existence du club. Parce que souvent, quand je parle de mon club, les 3/4 des gens n'ont jamais entendu parler de mon club. Donc, j'ai encore un gros travail de communication en termes de
notoriété, visibilité, etc. Il y a plein de gens qui connaissent pas le club, donc tu vois, il y a encore du boulot, quoi. Et les gens de ton réseau que t'as envie, avec lesquels t'as envie vraiment d'entretenir une relation. Du coup, t'envoies des messages sur LinkedIn, mais tu organises des déjeuners, par exemple, des choses comme ça. Enfin, déjà avec le club, les gens que je rencontre, je les rajoute à ma mailing list, donc ça permet de maintenir le lien, si tu veux. Moi, tous les mois, il y a un tous mail. Les mois, ils reçoivent un mail en disant, voilà, prochain déjeuner un tel, et le mois suivant un tel, et le mois d'après un tel. Waouh. Donc, si tu veux, moi, j'ai la chance d'avoir ce métier qui me permettent de rester en contact avec les gens que je rencontre. Mais c'est vrai qu'après, par exemple, quelqu'un d'autre, pour maintenir le contact, pourrait envoyer par exemple une newsletter de son business, ou pourrait... mais il faut maintenir ce lien, sinon il se passe rien. Ou sinon faire un petit cocktail annuel avec ses clients et ses prospects. Ça, c'est quelque chose que tu fais ? Moi, je fais des événements toute l'année, donc j'ai pas besoin de faire moi, je fais des cocktails régulièrement pour les membres. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a plus d'une douzaine d'événements par an à Paris sous forme de cocktails et de grands déjeuners officiels. Donc, des cocktails, j'en fais régulièrement. Ils sont principalement réservés aux membres. De temps en temps, on fait venir quelques prospects, etc., qui sont intéressés par le club pour qu'ils puissent découvrir le club. Et moi, je pars du principe que le meilleur moyen de convaincre quelqu'un, c'est de lui faire essayer. Moi, quelqu'un qui connaît pas le club, qui vient essayer et qui s'inscrit à un déjeuner et qui teste le club, libre à sa société, à l'issue de ce déjeuner test, d'adhérer au club ou pas. Mais globalement, quand tu viens pour la première fois, que tu vois tout ça et tout, tu dis franchement, gros potentiel. Ça donne envie. Oui. Et donc, résultat, moi, le meilleur moyen de convaincre les gens, c'est de leur dire, venez une fois et puis comme ça, après, vous adhérez. Faire goûter un petit peu, faire tester. Parce que moi, quand j'en parle comme ça, voilà, c'est beaucoup de théorie. On pourrait dire c'est des belles paroles, mais venez tester. Donc ça, parce que tu vois, finalement, quand tu parles de newsletter, je me rends compte que la newsletter, c'est un outil de networking qui est énorme. Bien sûr. À partir du moment où il y a une certaine régularité dans la diffusion, finalement, c'est ton nom qui apparaît directement dans la boîte mail de tes prospects. Et dans la newsletter, tu peux faire des... mais c'est génial. Et dans la newsletter, tu peux faire des interviews de tes clients qui sont contents, en mettant des success stories, quel était le besoin et comment tu as répondu aux besoins, et peut-être que ça va donner des idées à des prospects. C'est comme ça qu'il faut maintenir le lien. Hyper intéressant, parce que je pense que vraiment la grosse problématique des gens, c'est d'entretenir, je pense. C'est de maintenir, après, n'importe quelle petite marque, start-up et tout peut organiser un petit cocktail, un petit after-work. Franchement, c'est pas très compliqué à mettre en place. Mais ça se fait peu. Tu vois, comment t'expliques ça ? Ça se fait très peu, finalement. Il y en a de plus en plus quand même. Des after-work, il y en a beaucoup. Toutes les entreprises, tu vois, sur Paris, par exemple, dans des grandes villes comme ça, toutes les entreprises auraient intérêt à faire ça, à créer des événements physiques, mais ça se fait assez peu. Je suis d'accord. Tu vois ? Donc donc ça aussi c'est une piste, c'est pourquoi pas créer des petits événements physiques pour que les gens aient l'habitude de se revoir, de se reconnecter et d'être un peu le liant en fait de toutes ces personnes-là, quoi. Hyper intéressant. Et du coup, j'avais quelques questions sur alors je sais que tu viens de nous parler de LinkedIn. En quoi ça joue un rôle vraiment important au quotidien pour toi ? Est-ce que c'est quelque chose de quotidien ? Est-ce que t'as une routine un peu sur LinkedIn, parce que c'est routine non, parce que j'aime pas le mot routine, parce qu'il est un peu péjoratif, tu vois, c'est genre pesant, lourd et tout, alors que moi j'adore LinkedIn. Métier tous les jours, quoi. J'ai à peu près 37 000 contacts sur LinkedIn, ce qui est plutôt pas mal. Et j'essaye de poster au moins une fois par semaine. Et soit je poste des vidéos des derniers déjeuners pour donner l'envie aux gens de venir découvrir le club, soit je communique sur les prochains événements, soit je raconte des anecdotes avec des membres, etc. Enfin, le but, c'est de faire passer des émotions, d'échanger, de discuter, de susciter des commentaires. Enfin, le but, c'est qu'il y ait de la vie sur le profil, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est un outil que tu utilises quand même régulièrement et bien sûr, qui est important. Tous les jours. Moi, je fais, je passe à peu près au moins 30 minutes par jour sur LinkedIn. Ouais, ok. C'est pas mal quand même, 30 minutes par jour. Puis
encore une fois, c'est la régularité finalement qui crée le résultat, quoi. Ouais, puis même c'est intéressant. Moi, je rencontre des profils bluffants, hyper intéressants, qui peuvent être intéressants pour mon club, qui peuvent apporter qui peuvent proposer des produits, des services qui intéressent le Chinese Business Club, etc. Donc, ouais, bien sûr. Et tu vois, alors là, je reviens sur un autre sujet, mais ça vient de me traverser l'esprit. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager sur des événements que tu as pu faire ou des membres qui t'ont un peu bluffé ou qui t'ont surpris parce qu'en fait, tu as tellement d'interactions, on va dire, avec des gens au fil de ces 10 dernières années que j'imagine que tu as eu des histoires ou des petites choses intéressantes. Des anecdotes, il y en a plein. Alors après, je donnerai pas le nom, mais une fois, j'avais eu un invité d'honneur au club dont j'avais pas regardé la photo sur Google et que j'avais donc je sais pas pourquoi cette anecdote est pas récente, hein, elle date du début du club. On appelle ça une erreur de débutant, mais en gros j'avais pas regardé sa tête sur Google et donc il commence à arriver à 2h45 et je lui dis dépêchez-vous, vous êtes en retard, l'invité d'honneur va arriver bientôt. Et là le monsieur en question me dit mais monsieur Parisot, c'est moi l'invité d'honneur. Et donc là, si tu veux, j'ai été extrêmement mal et bon, c'est une gênance comme disent les jeunes. Mais bon, voilà, bon, ça c'est une anecdote pas très glorieuse. Donc il suffit de dire que maintenant, si tu veux, dès qu'on me parle de quelqu'un, mon premier réflexe, c'est de regarder la tête sur LinkedIn ou sur Google Images. Autre anecdote un peu plus sympa. Je voulais absolument recevoir Jean d'Ormesson en invité d'honneur et donc mes parents se baladaient à Bagatelle et tout et ils m'appellent, on me disait on est en train de se promener à Bagatelle, Jean d'Ormesson est là tout seul, il s'y promène, si tu veux le rencontrer c'est maintenant ou jamais. Donc si tu veux, c'était un dimanche matin, il était je sais pas moi 11h du matin, j'enfile un jean, une doudoune, je prends la voiture et je vais à Bagatelle et donc je fais en sorte de me retrouver nez à nez face à Jean d'Ormesson que je ne connaissais ni d'Ève ni d'avant. D'Adam, non, comment on dit ? Ni d'Ève ni d'Adam. Ni d'Ève ni d'Adam, pardon. Ni d'avant non plus. Ni d'avant non plus, je ne connaissais pas d'avant non plus. Et donc je me présente et je lui propose d'être l'invité d'honneur et tout. Et si tu veux, chose complètement bluffante, il me dit bah écoutez avec plaisir, etc. Enfin si tu veux, c'était irréel quoi. Franchement, ça m'a fait plaisir parce que c'était évidemment un très grand monsieur et quand il est venu, il a fait l'unanimité. Quand il parlait, il n'y avait pas un membre, il n'y avait pas un invité qui discutait. Enfin, c'était vraiment magique, quoi. Ouais, tout le monde l'écoutait attentivement. Non, c'est un super invité d'honneur. Voilà, j'aime bien cette anecdote. Ouais, super anecdote. C'est vrai que parfois, juste une fenêtre d'opportunité comme ça, où tu te dis c'est maintenant. Bah après, quand il y a des occasions, il faut les saisir. Hein. Enfin, franchement, hein, j'aurais pu très bien rester chez moi sans bouger et je me suis dit là franchement je pense qu'il faut être motivé, avoir la niaque, avoir l'envie et savoir identifier les opportunités et surtout les saisir au bon moment. Voilà. Après la chance elle se provoque. Hein. Curieusement, plus tu travailles dans la vie, plus tu as de chance. Ouais. Bizarrement, il y a des opportunités qui ceux qui travaillent autour de toi. Ouais. Ceux qui travaillent beaucoup ont plus de chance que les autres. Ouais. Donc comme quoi il y a quand même un petit lien. Et j'ai vu dans une de tes interviews que tu disais que t'aimerais créer quelque chose avec le business, avec le Chinese Business Club, quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui perdurera, qui te survive quelque part. Ouais, qui perdure, ouais. Enfin après, c'est peut-être ambitieux de dire ça, mais je me dis que peut-être que le club continuera d'exister le jour où je serai plus là. Et évidemment que ça fait plaisir de créer quelque chose qui perdurera, comme tu dis, mais franchement, j'espère que le club continuera d'exister longtemps. Ouais. Avec ou sans moi, enfin sans moi, hein, évidemment. T'as des exemples ou des modèles un petit peu de clubs comme ça qui t'ont inspiré pour créer le Chinese ou vraiment tu... Alors là, franchement, pas du tout. Génial. Okay. Non, mais vraiment, enfin, j'ai pas d'exemple. Des clubs, il y en a des, comme on disait tout à l'heure, il y en a des milliers partout en France. On a tous des positionnements très différents parce que je pense que c'est bien qu'il y en ait pour tous les goûts. Moi, dès le début, j'ai voulu avoir le positionnement le plus premium possible pour sortir du lot et pas être noyé dans la masse. C'était mon point de vue.
Après, voilà. Moi, dans la salle, t'as un paquet de grandes fortunes, de politiques, de business angels, d'investisseurs, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont propriétaires de leur boîte et beaucoup de journalistes. Alors souvent, on me demande pourquoi il y a autant de journalistes. Alors, effectivement, à chaque déjeuner, je fais venir BFM, Challenge, Les Échos, Le Figaro, Le Point, etc. L'intérêt, déjà, il est pour le club parce que régulièrement, le club se retrouve avec des papiers. Et il est également pour les membres parce que régulièrement, les membres du club se retrouvent avec des portraits, articles, citations, interviews. T'appelles ça comme tu veux, Romain, mais au final, c'est de la publicité gratuite. Et donc, moi, les membres sont ravis de se retrouver avec ces journalistes parce que les journalistes, quand ils font un dossier spécial sur un sujet, ils commencent par contacter les gens qu'ils connaissent. Ouais. Et quand tu vois tout ce petit monde tous les mois lors des déjeuners d'affaires du club, ils deviennent copains-copains. Enfin, ouais, bien sûr. Petit à petit. Normal. Tous les mois. C'est marrant parce que je me rappelle d'une fois où je t'avais vu sur Quotidien. Il y avait Quotidien qui était venu et je m'étais dit. Ils sont venus plusieurs fois. Ouais, ils sont venus. Ah, d'accord, ok. Ils sont venus plusieurs fois. Alors déjà, ils viennent tous les ans pour l'édition spéciale femmes, qui est une édition qui cartonne tous les ans au mois de mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'est que des femmes. Les membres invités sont que des femmes ou c'est l'invité d'honneur qui est une. Alors, l'invité d'honneur est une femme, évidemment. On a reçu Sophie Marceau, Carla Bruni, Monica Bellucci, Alexandra Lamy, Juliette Binoche. Enfin bon, il y en a eu un paquet. Ouais. Et donc, c'est une édition qui est hyper festive, hyper sympa. Les gens viennent passer un bon moment. C'est un peu l'édition fun de l'année, qui est un peu moins sérieuse que les autres déjeuners d'affaires, moins business que les autres déjeuners du club, exactement. Et donc tous les ans, Quotidien vient pour la rubrique qui s'appelle La Mondaine. Ah oui, exact, c'est ça. Et donc effectivement, ils viennent faire un petit reportage et tout, et c'est toujours sympa, bienveillant. Ouais. Et ils étaient venus également pour Sarkozy, une fois ou deux, pour Nicolas Sarkozy en invité d'honneur, ils étaient venus. Ouais. Et c'est vrai que je m'étais dit beaucoup de journalistes, quoi. Beaucoup de journalistes. Et en fait, il y a une stratégie derrière de ta part. Tu l'as pensé dès le début comme ça. Mon club, tout ça est officiel et transparent. Il n'y a rien de secret. Les journalistes sont les bienvenus. Enfin, ceux qui ont un papier, évidemment. Mais, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas une secte, hein. Moi, tout est transparent. D'ailleurs, c'est très ouvert comme club. C'est très ouvert. Alors qu'il y a pas mal de clubs business qui sont très fermés. Bien sûr. Le club interallié, par exemple, ce genre de club-là. Personne ne rentre. Tu parles de l'automobile club, l'interallié, le polo, le jockey club, et tout ça sont des clubs très chics, très haut de gamme, mais ce ne sont pas des clubs d'affaires. Souvent dans ces clubs-là, quand tu sors une carte de visite, c'est pas toujours très bien vu, tu passes un peu pour un affairiste, etc. C'est quoi, c'est de l'entre-gens, comment? Peu importe, voilà, c'est un club privé et tout, mais c'est pas des clubs d'affaires. Moi, au Chinese Business Club, c'est un club désormais, comme je te disais, à l'anglo-saxonne. Business first, les gens viennent pour le réseau et pour le business. Ils viennent avec leur carte de visite, tac, 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 ils distribuent et le but, c'est de repartir avec un maximum de nouveaux contacts à transformer derrière. Ouais. Et c'est affiché, c'est assumé. Les gens viennent pour ça. Les gens viennent pour ça. Ouais. Donc au moins, on va pas te le reprocher. Hein. Si tu rajoutes en plus des journalistes, ça permet d'avoir des papiers, les journalistes sont les bienvenus au club, hein, bien sûr. Je te dis, au contraire, il y a rien de secret. Et pourquoi les acteurs viennent, tu vois, tout ce qui est les comédiens, tout ce qui est milieu artistique? Alors j'ai pas mal d'artistes qui viennent, mais ils viennent surtout sur l'édition spéciale femme du mois de mars. Ok, d'accord, ouais. Qui est une édition qui est très médiatisée, où il y a beaucoup de presse people, presse féminine, etc. Et le but, si tu veux, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de comédiens, d'influenceurs, etc. qui viennent sur cet événement qui est festif. Et donc le but, c'est d'avoir un maximum de retombées sur les réseaux sociaux, et ça marche plutôt pas mal. Ouais, d'accord. Ouais. Donc Mais les fameux comédiens dont tu parlais, ils viennent uniquement tous les ans au mois de mars. D'accord. Ouais, parce que chaque fois, c'est cette édition-là qui est toujours au mois de mars. Le prochain, ça sera le 7 mars 2024 ou un truc comme ça. J'ai déjà bloqué la date. Et l'intérêt pour les politiques? Les politiques, ils viennent pas en mars. Les politiques, ils viennent aux autres événements du club qui sont beaucoup plus business. Je pense que c'est important de mélanger le secteur public avec le secteur privé. C'est important que les deux mondes se côtoient et échangent.
Les chefs d'entreprise sont ravis de pouvoir discuter avec des politiques et les politiques sont ravis de pouvoir discuter avec leurs électeurs. Ouais, en fait, c'est complémentaire. Tu crées un endroit idéal pour que tout le monde puisse discuter ensemble. Ah bah alors ouais, que sans cet endroit-là, c'est plus compliqué de rencontrer un député, de rencontrer député, sénateur, ambassadeur, etc. Mais c'est ministre, etc. Mais c'est important de pouvoir échanger. Au dernier déjeuner, j'avais... moi, j'aime bien avoir des profils un peu atypiques au club. Mais voilà, au dernier déjeuner, il y avait le patron du RAID, le patron de la BRI et le patron du GIGN. Ok. Voilà. Ouais. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Mais ça leur permet ils viennent, ils reviennent, et ça leur permet d'être en contact avec un maximum de chefs d'entreprise, etc. Et même pour eux, c'est important d'être connecté avec le monde de l'entreprise. T'as quoi comme autre profil un peu atypique? Il y a des sportifs professionnels, le monde du sport, bien sûr. Oui, c'est qu'on on les a oubliés. Quand on va sur chinesebusinessclub.fr, il y a pas mal de photos des participants, donc tu verras que dans les photos, tu reconnaîtras plein de monde que tu connais. Tu as des petites vidéos très courtes qui durent 1 minute, mais ça te permet de voir un peu comment se passent les déjeuners. Et puis, tu as la liste des sociétés membres à jour, une nouvelle fois. Tout ça est officiel et transparent. Le listing est complet. Voilà. L'internaute a accès à toutes ces infos tout le monde, en ligne. C'est très ouvert, très public. Complètement. C'est super. 2 dernières questions. Quelqu'un qui nous écoute, qui entreprend, donc les personnes qui nous écoutent soit sont en train d'entreprendre, soit ont envie d'entreprendre dans cette démarche-là. Si cette personne qui nous écoute a envie de développer son réseau, se dit « moi, je suis peut-être pas à Paris, je suis peut-être pas connecté, j'ai peut-être pas une famille connectée, ce genre de choses-là. Comment je fais en partant de zéro, un peu comme toi t'as pu faire quand j'ai la solution. Ouais. Adhérer au Chinese Business Club. Bien sûr, j'imaginais que ça. Mais bien sûr, donc il y a la dynamique des clubs, forcément, donc comme le Chinese. Qu'est-ce que tu conseillerais d'autre en termes de démarche, quoi? Attends, déjà j'insiste sur le Chinese Business Club. Je vais dire pourquoi. Parce que moi, à chaque événement du club, il y a des gens qui viennent de Londres, de Luxembourg, de Monaco, de Lyon, de Bordeaux, de Marseille, de Lille, etc. À tous les déjeuners du club, j'ai des gens qui viennent de province et de l'étranger. Ouais. Après, c'est pas très compliqué de faire un déplacement à Paris et d'enchaîner sur 1 ou 2 jours des rendez-vous avant et après le déjeuner du club. Moi, j'en ai plein qui font ça. Ils sont très contents. Ils enchaînent plusieurs rendez-vous sur 1 ou 2 jours et ils repartent avec plein de contacts et tout. Donc franchement, moi je tiens pas du tout à avoir un club de Parisiens d'entre-soi, etc. Au contraire, j'ai de plus en plus de gens de province qui viennent, Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille et tout. Welcome, franchement. Est-ce que tu imagines plus tard peut-être des petits des Chinese dans d'autres villes? Non. Ou même à l'international? Non. Non, ça restera quand même. Non, moi je suis chauvin et donc j'ai pas envie de créer un truc à l'étranger. Enfin, t'as vraiment envie que ça soit. Bah oui, on est bien en France. Ouais, non. On peut toujours tout critiquer en France, mais n'empêche que on habite un pays extraordinaire. On a quand même beaucoup de liberté et quand on a la chance de voyager un tout petit peu, on s'aperçoit que on est quand même super bien loti en France. Ouais. Même si le climat social est pas dingue. Ce qui est dommage, c'est que les Français savent se plaindre, mais quand quelque chose va, c'est difficile de trouver. Ils le montrent pas. Et toi, tu as eu des retours, j'imagine, comme tu t'as côtoyé pas mal de nationalités différentes. Quels sont les retours que tu as eu justement sur la France? Que les Français font que se plaindre alors qu'on habite un pays extraordinaire. Non, mais vraiment. Ouais, vraiment, il y a cette. Et je pense comme eux. Je pense comme eux. Il y a quand même beaucoup de. Les Chinois, de Français. Qu'est-ce qu'ils pensent? Beaucoup de Français qui sont persuadés qu'on habite en enfer. Ouais. Alors que on a une qualité de vie en France qui est extraordinaire. Les crèches sont gratuites, les écoles gratuites, le lycée gratuit, les universités gratuites. Quand tu tombes malade, tu payes rien, t'es soigné gratuitement. Quand tu perds ton job, tu touches du chômage, de l'argent tous les mois gratuitement. Quand tu pars à la retraite, tu touches de l'argent tous les mois jusqu'à ta mort. C'est extraordinaire. Ouais. Non, sérieusement. Ouais, c'est clairement. Et puis c'est vrai que c'est souvent en côtoyant d'autres nationalités ou en voyageant qu'on se rend compte aussi de... Mais évidemment. On prend souvent l'exemple des États-Unis, par exemple. Mais aux États-Unis, si t'es malade, c'est soit t'as de l'argent et t'es hospitalisé, soit t'en as pas et tu restes sur le trottoir. Ouais. Je suis désolé, c'est très cash ce que je dis, mais parce que tu sais, on compare souvent avec les autres.
Ouais, clairement. Bah ouais. Donc ça restera en France, en tout cas. Ah ouais, ouais, bien sûr. Et dernière question, si tu rencontrais le Harold d'il y a 10 ans, imagine tu croises le Harold d'il y a 10 ans. Je ne reconnaîtrais pas. Tu as 10 minutes pour lui parler, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Bah, je lui dirais de trouve une bonne idée, développe-la, et si t'es convaincu, la lâche pas, bosse, ça finira par tomber, voilà. Plus tu travailles, plus tu auras de chance dans la vie. Hein. Et en cas de coup dur, il y a une phrase que j'aime bien, je sais pas de qui elle est, hein, mais en cas de coup dur, il y a une phrase que j'aime bien, c'est quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé. Voilà. C'est-à-dire que quand il y a un coup de mou, je sais pas quoi, bah, ça permet de c'est un peu ce que tu te dis quand ça va pas, par exemple, tu te répètes un peu ça, quoi. Voilà, par exemple. Quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est... Quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Ouais. Avec le temps, tout se... Ouais, tout s'améliore, quoi. A priori. Je crois qu'on va finir là-dessus. C'est beau, c'est le mot de la fin. C'est pas mal comme mot de la fin. Est-ce que y a un endroit vraiment privilégié pour te contacter si on veut te contacter après avoir écouté cette interview et qu'on a envie de te contacter d'une manière ou d'une autre pour parler du Chinese ou pas? Le meilleur moyen, c'est LinkedIn. LinkedIn, ouais. Ouais. Harold Parizeau, LinkedIn. Ouais. C'est ce qui est le plus simple. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Romain. Merci.